Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Donne-moi quelque chose à manger et je guérirai ton fils. Le millionnaire n'y croyait pas, jusqu'à ce que l'impossible se produise juste là. New York City, un hiver mordant, un silence étouffant. Un vent glacial s'engouffrait entre les gratte-ciels de Manhattan, faisant danser la neige en spirale tranchante. Les trottoirs de l'Upper East Side, habituellement animés par les talons pressés et les portiers gantés, étaient étrangement silencieux ce matin-là. La ville semblait retenir son souffle sous une épaisse couverture blanche. Tout était figé, comme suspendu entre deux mondes. Devant une allée bordée d'arbres nus et d'arbustes gelés, un homme se tenait immobile, seul point noir dans un décor immaculé. Son manteau rapiécé flottait autour de ses jambes maigres. Son bonnet déchiré laissait entrevoir des mèches grises collées à son crâne par l'humidité. Ses bottes étaient trouées, et la neige fondue s'infiltrait dans ses chaussettes trempées. Mais il ne tremblait pas. Il fixait la façade d'un manoir de 3 étages, une bâtisse imposante en pierre calcaire, surmontée de balcons forgés et de grandes fenêtres teintées. Derrière les vitres, la richesse dormait, chauffée, nourrie, ignorante. L'homme s'appelait Caleb Rivers. À première vue, il n'était qu'un clochard de plus dans une ville qui broie les âmes silencieuses. Mais ce jour-là, Caleb ne tendait pas la main. Il ne regardait pas le sol. Il observait, avec une intensité presque mystique, le cœur d'une forteresse d'opulence. Car Caleb n'était pas venu chercher un toit, ni une pièce. Il n'était pas là pour survivre. Il était là pour accomplir quelque chose. Quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose que même les plus puissants n'auraient su provoquer, l'espoir nu, le vrai. Dans le dernier étage de la demeure, Ethan Callahan, silhouette athlétique en costume 3 pièces, sirotait un espresso devant un écran affichant les indices du Nasdaq. Son bureau, vaste comme un loft, dominait la ville. Murs vitrés, étagères en bois sombre, œuvres d'art contemporain. Tout respirait la réussite. Ou plutôt, la conquête. À 47 ans, Ethan était l'incarnation du self-made man. Orphelin à 13 ans, de boulot à 16, trader à 23, milliardaire avant 35. Il était devenu l'un des investisseurs les plus craints de Wall Street. Sa signature pouvait faire basculer des empires, sa parole suffisait à déplacer des millions. Mais depuis 8 mois, tout cela avait perdu de sa brillance. Dans une aile isolée du manoir, son fils unique, Eden Callahan, 9 ans, se mourait dans le silence. Tout avait commencé par une forte fièvre, puis une perte d'équilibre. Les médecins avaient parlé de virus neurologique. Ensuite, les théories s'étaient succédé, inflammation cérébrale, auto-immunité rare, dégénérescence inexpliquée. Les plus grands noms de la médecine étaient venus de Genève, Tokyo, Tel Aviv. Aucun n'avait supposé un diagnostic clair. Eden ne parlait plus. Il ne bougeait plus. Il regardait le plafond sans le voir, comme enfermé dans un monde invisible. Son corps était vivant, mais son esprit semblait avoir déserté. Ethan avait tout essayé. Clinique privée. Hypnose. Rituel de guérison africain. Thérapie expérimentale en Suisse. Rien. Et chaque nuit, dans le secret de son bureau, il fixait la photo de son fils souriant, cette lumière qui n'existait plus, et il murmurait. « Dis-moi ce que je dois faire. Je donnerai tout. Tout. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'au-delà des caméras de surveillance et des grilles de sécurité, quelqu'un avait entendu cette prière. Un homme venu sans valise. Sans promesse. Mais avec quelque chose que même les prières n'osent espérer. Ce matin-là, la lumière blafarde de l'hiver glissait à travers les vitres du manoir, peignant des ombres froides sur le parquet ciré. Dans la cuisine principale, la gouvernante Mrs. Ellison, une femme rigide au chignon impeccable, enfilait ses gants pour sortir les déchets, comme elle le faisait chaque jour à la même heure, depuis 11 ans. Mais à peine avait-elle ouvert la porte de service qu'elle recula brusquement, poussant un cri bref, presque nerveux. « Monsieur Callahan !» Sa voix résonna dans le couloir comme une alarme. « Il y a un homme, un mendiant. Il dit qu'il veut vous voir. » Depuis son bureau du haut, Ethan Callahan soupira, agacé par cette interruption dans sa routine millimétrée.
Il descendit lentement les escaliers de marbre, d'un pas assuré mais déjà contrarié, ajustant les manches de sa chemise Ralph Lauren. Dans le vestibule, la scène était surréaliste, un homme en haillons, debout, dans le froid, tenait son chapeau contre sa poitrine, tête baissée mais regard levé, un regard calme, inébranlable, presque trop paisible pour la scène. Ethan s'arrêta à quelques mètres de lui. Il plissa les yeux, interloqué. Le contraste entre son costume noir sur mesure et les vêtements crasseux du visiteur accentuait l'étrangeté du moment. L'homme releva doucement la tête. Ses traits étaient marqués par les années et la rue, mais ses yeux, d'un gris perçant, brillaient d'une lumière étrange. Pas celle d'un illuminé ou d'un drogué. Non, c'était autre chose. Quelque chose de silencieux mais ancien. Puis, d'une voix rauque mais posée, Caleb Rivers prononça des mots qui figèrent le temps. « Donne-moi quelque chose à manger, et je guérirai ton fils. » Un silence glacé s'installa. Mrs. Ellison recula d'un pas, la main sur la bouche. Ethan, lui, éclata d'un rire sec, nerveux, presque amer. « Vous êtes fou. Mon fils a été vu par les meilleurs neurologues du pays. » Des sommités. Il s'approcha d'un pas. « Vous croyez vraiment qu'un bol de soupe vous donne le droit de me dire que vous avez ce que même la médecine ignore ?» Mais Caleb ne broncha pas. Il ne leva pas la voix. Il ne se défendit pas. Il se contenta de soutenir le regard d'Ethan, sans cligner des yeux, sans baisser la tête. « Ce que ton fils a, ne se soigne pas avec des machines. Ni avec de l'argent. » Il y avait dans sa voix une certitude troublante, nue, impossible à balayer d'un revers de scepticisme. Pas de supériorité, pas de demande désespérée, simplement une vérité dite à voix basse. Et alors, quelque chose se brisa dans l'air. Ethan sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Un vieux souvenir refit surface, celui de sa grand-mère, dans un petit salon de Brooklyn, lui disant que « il existe des choses que même Wall Street ne peut acheter ». Il l'avait oublié. Enterré. Il ouvrit la bouche pour ordonner à la sécurité de le faire partir, mais les mots ne vinrent pas. Au lieu de cela, une petite voix intérieure, qu'il croyait disparue, chuchota dans le silence. Et si ce regard disait vrai? Et si cet homme, pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, était exactement ce que son fils attendait? Après un long moment, Ethan se redressa, et d'une voix dure mais troublée, il lança à la gouvernante. « Donnez-lui un repas chaud. Un vrai. Et gardez-le à l'œil. Qu'il ne bouge pas. » Il fixa encore Caleb quelques secondes. « Mais si vous jouez à un jeu, sachez que je détruis des hommes tous les jours avant le petit déjeuner. » Caleb inclina légèrement la tête. « Ce n'est pas moi que vous devez craindre, monsieur Callahan. » Et dans un silence pesant, il suivit la gouvernante vers la cuisine. Dans la grande cuisine du manoir Callahan, la chaleur contrastait brutalement avec le blizzard hurlant au dehors. Le marbre clair du sol luisait sous la lumière douce des suspensions modernes, et l'odeur du pain chaud se mêlait au parfum subtil du thym et du laurier flottant dans la soupe. Assis seul à la table, Caleb Rivers mangeait lentement, presque religieusement. Face à lui, une assiette soigneusement dressée, du pain artisanal encore tiède, une soupe de légumes rôtis au feu, un petit bol de pommes au miel et à la cannelle, une carafe d'eau citronnée. Il ne parlait pas. Il ne regardait personne. Chaque bouchée était un geste précis, mesuré, comme un rite. Il mâchait doucement, les paupières fermées par instants, comme s'il goûtait bien plus que des aliments. Comme s'il se nourrissait d'un accord ancien. À quelques pas, Mrs. Ellison, droite comme un piquet, l'observait avec un mélange d'incompréhension et de crainte. Elle n'osait pas détourner les yeux, et pourtant, elle sentait qu'en face d'elle, il n'y avait pas seulement un homme. Il y avait autre chose. Lorsque Caleb eut terminé, il essuya calmement ses mains sur la serviette en tissu. Il leva les yeux vers la gouvernante, puis se redressa sans bruit. Il plongea son regard dans celui de Mrs. Ellison et dit d'une voix basse mais ferme. « Je suis prêt. » Dans le hall, Ethan Callahan attendait, debout, la mâchoire tendue, les bras croisés. Son regard se posa brièvement sur Caleb lorsqu'il le vit approcher, escorté par la gouvernante, mais il ne dit rien. Il se contenta d'un hochement sec de la tête avant de tourner les talons. Ils montèrent ensemble l'escalier en colimaçon tapissé d'un tapis rouge profond. À chaque marche,
Le cœur d'Ethan battait plus fort. Il aurait voulu croire qu'il n'y avait là qu'un acte de désespoir, une dernière lubie née de la fatigue et du chagrin. Mais une part enfouie en lui, la part d'enfant qui croyait aux miracles, aux contes, aux choses impossibles, se réveillait lentement. Il n'avait plus rien à perdre. À l'étage, le silence devenait palpable. Une porte blanche aux moulures élégantes se dressait au fond du couloir. Ethan l'ouvrit doucement. La chambre d'Eden était baignée d'une lumière douce, tamisée par des rideaux crème. Sur les murs, des dessins d'animaux sauvages et une étagère remplie de livres d'aventures gardaient encore la trace d'un garçon plein de vie. Mais sur le lit médicalisé, au centre de la pièce, Eden Callahan reposait comme une statue de cire. Les yeux ouverts, mais absents. La respiration lente, régulière. Le petit corps recouvert d'une couverture en laine bleue. 8 mois de silence. 8 mois de rien. Caleb s'approcha lentement, avec la délicatesse d'un homme qui entre dans un sanctuaire. Il tira une chaise près du lit, s'y installa en silence, puis sortit de la poche intérieure de son manteau un petit sachet de cuir brun, patiné par le temps. Ses mains ridées, noircies par le froid, l'ouvrirent avec soin. Il en tira une poudre très fine, couleur ambre, qu'il frotta lentement entre ses doigts. Une odeur étrange, douce, boisée, se répandit dans l'air. Caleb posa alors sa main sur le front d'Eden. Ses doigts étaient chauds, malgré le froid du dehors. Et il murmura. Pas une prière. Pas un chant. Des mots. Anciens. Profonds. Comme soufflés d'une langue oubliée. Chaque syllabe semblait flotter entre les murs, se glisser sous la peau, frôler les nerfs du silence. Ethan, figé à quelques pas, n'osait pas respirer. Il fixait cette scène irréelle, partagée entre la peur et la foi. Il ne comprenait rien à ce qui se passait, mais son esprit était en alerte. Il ressentait quelque chose. Quelque chose de vivant. Puis, il se passa ce que personne n'osait espérer. Le souffle d'Eden changea. Infime. Presque imperceptible. Mais réel. Puis, lentement, les doigts du garçon bougèrent. Un tremblement, puis un repli léger. Ses paupières clignèrent une fois, 2 fois. Et soudain, dans ce silence sacré, Eden tourna la tête. Son regard se posa sur son père. Des yeux bleus, pleins de vie. Présent. Là. Et il dit, d'une voix rauque mais claire. Papa? Ethan chancela, incapable de contenir la vague d'émotion qui le traversa. Il s'effondra à genoux. Son cœur battait si fort qu'il ne sentait plus ses larmes. Eden, mon garçon. Mon Dieu? Le garçon tendit lentement les bras, comme s'il revenait d'un très long voyage. Il pleura. Il serra son père. Son corps, engourdi depuis des mois, se réveillait. Ses jambes bougeaient. Son dos se redressait. Il vivait à nouveau. Dans un coin de la pièce, Caleb se leva, doucement, comme s'il s'éclipsait d'un rêve. Son regard se posa une dernière fois sur le garçon. Il murmura simplement, pour lui-même. L'âme revient quand elle est aimée comme au premier jour. Et sans attendre de remerciements, sans réclamer rien, il sortit. À peine la nouvelle s'était-elle répandue que le manoir Callahan était devenu un véritable fourmillement. Des médecins en blouse blanche, des spécialistes venus du monde entier, gravissaient les escaliers à toute vitesse, scrutant, questionnant, espérant comprendre le miracle qui venait de se produire. Leur jargon scientifique se heurtait à l'évidence irréfutable, Eden Callahan était vivant. Dehors, une nuée de journalistes et de caméras braquées sur les grilles noires du domaine criait des questions, cherchant à saisir le moindre détail. Flash, micro, caméra, la haute société new-yorkaise s'en mêlait, captivée par ce retour à la vie inexplicable. Mais au cœur de cette tempête médiatique, une vérité plus mystérieuse s'imposait. Caleb Rivers avait disparu. Aucune trace de fuite par la porte arrière ou les tunnels de service. Aucune vidéo, aucune photo. Même les caméras de surveillance les plus modernes n'avaient capté aucun mouvement suspect. Comme s'il s'était volatilisé. Obsédé, Ethan lança une enquête aussi massive que sa fortune. Il mobilisa détectives privés, agents fédéraux, journalistes d'investigation. Il offrit une récompense astronomique, digne d'un magnate.
Il écuma les registres publics, les archives des foyers pour sans-abri, les bases de données hospitalières. Rien. Pas le moindre document, pas un nom, pas une photo. Aucune preuve que Caleb Rivers ait jamais existé autrement que dans ce bref et bouleversant instant. Mais dans l'esprit d'Ethan, gravé à jamais, restait cette image. Ce regard gris, calme, profond. Et ces mots simples, lourds de promesses. Donne-moi quelque chose à manger, et je guérirai ton fils. Cette rencontre avait changé Ethan Callahan. L'homme d'affaires impitoyable qui autrefois fuyait les hôpitaux pour ne pas affronter la détresse des familles en pleurs, qui fermait les yeux devant la pauvreté et la douleur, s'était transformé. Il vendit plusieurs parts dans des sociétés polluantes, mettant fin à des projets destructeurs pour l'environnement. Il fonda la Eden Hope Foundation, une organisation dédiée à la recherche et au soutien des enfants atteints de maladies rares et orphelines. Mais surtout, chaque semaine, à la tombée du jour, on pouvait le voir dans les rues de Manhattan, distribuant soupe chaude et pain frais à ceux que la ville oubliait. Il descendait de sa tour d'ivoire pour embrasser l'humanité dans toute sa fragilité. Des mois plus tard, dans une ruelle oubliée du Bronx, un petit garçon courait entre les carcasses rouillées et les graffitis colorés, un bol en plastique chaud dans les mains. Il s'approcha d'un feu de fortune où un vieil homme, recroquevillé sous un capuchon élimé, frissonnait. « Tenez, monsieur, c'est mon papa qui vous l'envoie. Il dit que vous lui avez rendu ce qu'aucun docteur ne pouvait. » L'homme releva lentement la tête. Son visage ridé s'éclaira d'un sourire doux. Ses yeux brillaient d'une lumière vive, presque surnaturelle. Ton père a simplement appris ce que signifie vraiment donner. Sans un mot de plus, il se redressa lentement, tourna les talons, et disparut dans la nuit, laissant derrière lui une traînée d'espoir.